Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'entrevue. Consultant, expert, enseignant, diplômé de l'école de guerre économique et du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, fondateur du cabinet de conseil Econodis, Consulting Group et du CAVI, Centre africain de veille et d'intelligence économique, une référence de l'intelligence économique en Afrique, de passage à Tunis pour une formation. Guy Gouet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci. En 5 questions, nous allons essayer de faire un tour d'horizon sur des questions à la fois géostratégiques, géopolitiques et géoéconomiques. Pouvons-nous demander subtilement que ces 3 points sont liés? Sont-ils fondamentalement liés? Ces 3 points sont fondamentalement liés parce qu'ils ont pour dénominateur commun la géographie. C'est Yves Lacoste qui aimait dire que la géographie, ça sert à faire la guerre. Or, aujourd'hui, sur les marchés africains, nous sommes face à une guerre économique qui mobilise toute une foule d'acteurs économiques internationaux confrontés à des acteurs économiques africains qui doivent donc se battre à armes égales sur une parcelle déterminée par la géographie. D'où le point commun. Merci bien. Nous allons entrer dans le vif du sujet de notre interview de ce soir. Les pays africains sont-ils au diapason de ce vaste mouvement géostratégique, à l'instar des pays comme la Chine, le Brésil et plus récemment l'Inde, qui fait une pénétration impressionnante et importante sur les marchés africains? Je pense que c'est une question qui mérite une clarification. Parce qu'on tente ici de comparer un continent qui n'est pas du tout homogène. C'est un continent qui compte 54 États, qu'on met face à une superpuissance telle que la Chine, face à une grande puissance telle que l'Inde. L'Inde, tout comme la Chine, dispose d'un gouvernement qui trace la ligne directrice, des États stratèges qui tracent les lignes de force de leur diplomatie économique, de la conquête des marchés extérieurs de manière tout à fait structurée. En Afrique, c'est tout à fait le contraire parce que dans les 50 États évoqués plus haut, chacun a sa stratégie, chacun a ses lignes de force et donc du coup, c'est pratiquement un combat asymétrique entre une Afrique dispersée et des forces qui, elles, sont concentrées et attaquent donc de manière massive le continent africain. Donc s'il y avait quelque chose à faire pour qu'on soit devant une concurrence parfaite, entre guillemets, eh bien, il faudrait que l'Afrique soit unie pour qu'elle puisse parler ensemble d'une même voix, avoir une même politique économique commune, avoir une même politique agricole commune, une même politique de défense commune, pour qu'alors, à ce moment précis, on puisse les confronter, on puisse confronter cette Afrique unie-là à des puissances telles que l'Inde ou la Chine. De manière disparate, les pays africains ne peuvent pas aller sur le marché, ne peuvent pas conquérir des marchés. Ça va être compliqué parce que vous imaginez un pays, par exemple, comme le Gabon qui atteint à peine 2 millions d'habitants face à un mastodonte comme la Chine avec plus d'1 milliard d'habitants. Comment est-ce qu'on dialogue avec un acteur de ce type-là? Donc on est pratiquement sur une approche du faible au fort qui fait que tant que l'Afrique restera aussi dispersée, elle sera laminée. Mais si jamais, imaginez un seul instant que cette Afrique-là devienne unie, ça va quand même peser plus d'1 milliard 200 millions d'habitants. Et à ce moment-là, on ne pourra plus du tout parler le même langage. Mais en attendant, effectivement, force est de constater que malgré la meilleure volonté, malgré les efforts, nos forces sont encore trop dispersées. Vous êtes présenté comme une sommité de l'intelligence économique en Afrique. Pensez-vous que l'intelligence artificielle est un outil puissant pour les experts de l'intelligence économique? Absolument, parce que l'intelligence artificielle ici va impliquer, de notre point de vue en tout cas, une plus grande capacité à traiter de plus grosses capacités en termes de données, bien évidemment. Mais une fois que j'ai fini de dire ça, je me dépêche d'ajouter que pour nous, Africains, nous sommes face à une contrainte qui va donc, si vous voulez, minimiser dans un premier temps et puis dans un second temps, ralentir un tout petit peu la pénétration de l'intelligence artificielle dans notre secteur d'activité, précisément parce que nos données dont on a besoin aujourd'hui pour travailler sur le continent africain, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau industriel, que ce soit simplement au niveau de la démographie, et j'en passe les meilleurs, eh bien, ces données-là ne sont pas encore numérisées. Donc, il faudra d'abord que ces données-là fassent l'objet d'une numérisation, d'un traitement qui puisse ensuite être pris en compte, notamment dans le cadre avec l'aide de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui rend difficile, voire inaccessible, l'accès à des données fiables en Afrique? L'accès à des données fiables est dû à plusieurs paramètres. Déjà, il faut savoir que nous sommes encore des États pratiquement en construction et donc comme on est des États en construction, les institutions restent encore à parfaire et surtout de par le type d'éducation qui nous a été présenté depuis les indépendances,
les acteurs locaux n'ont pas encore dans leur grande majorité, n'ont pas encore une bonne appréciation, une juste appréciation de la valeur de l'information. Et comme on n'a pas une juste appréciation de la valeur de l'information, cette dernière est maltraitée quand elle existe, et même quand elle existe et qu'elle arrive quand même dans certains aspects à être traitée, eh bien, elle n'est pas toujours mise à jour. Et quand elle est mise à jour, elle n'est pas mise à la disposition des acteurs économiques qui en ont le plus besoin. Donc, in fine, on trouve au total des entreprises, ou plutôt des acteurs publics, peu ou mal informés sur la valeur réelle de l'information, et qui plus est, sur la mise à la disposition de ceux qui en ont besoin de cette information-là. Et du coup, cet aspect très précis fait que l'accès à l'information sur nos marchés africains passe encore beaucoup par le renseignement humain. À vous entendre, on pourrait dire que nos administrations et nos entreprises ne sont pas encore à l'ère du digital. Oui, très très peu à l'heure du digital, mais même si cela devait se faire demain, encore faudrait-il intégrer la culture de l'usage de l'information, parce que l'information est pratiquement une arme de guerre. Donc il faut savoir la manipuler, il faut savoir la collecter, il faut savoir la traiter, il faut savoir l'analyser, il faut savoir la stocker, et il faut avoir la capacité de diffuser cette information de manière rapide, fiable et sécurisée à destination de ceux qui en ont le plus besoin au moment où ils en ont besoin. Ok, nous allons revenir sur votre présence ici en Tunisie. Votre démarche en Tunisie depuis bientôt une année avec la TABC s'inscrit dans quelle dynamique et quelle logique? C'est une très belle histoire que nous sommes en train d'écrire avec TABC parce que cette histoire-là montre au moins deux choses. La première chose cardinale, c'est que les Africains se rendent à l'évidence que c'est sur leur continent que l'avenir du monde est en train de se jouer. Donc la plus grave erreur que nous aurions à commettre, c'est d'être absent devant l'histoire qui est en train de s'écrire sur notre continent. Songez que nous sommes aujourd'hui, de façon chiffrée, documentée, la nouvelle frontière de la croissance mondiale. Le second point, c'est que nous arrivons, et de manière une fois de plus exceptionnelle, à tisser, à nouer, à lancer un pont entre le nord et le sud du continent. Ça aussi, c'est quelque chose de remarquable qui fait que, main dans la main, enfants du même continent, et cela malgré les difficultés. Il y a toujours des difficultés. D'ailleurs, même la langue et les langues qui sont appelées à cohabiter toute la vie, quelquefois se querellent, au point que le sang coule, comme dit un proverbe bantou. Donc, nous nous donnons les moyens de traverser nos difficultés, de nous comprendre davantage mutuellement et surtout de nous fixer à chaque fois, en fonction des contraintes, mais aussi des opportunités qui sont les nôtres, des objectifs qui sont atteignables au profit de nos économies, au profit de nos États, au profit de notre Afrique, une Afrique unie et solidaire. Merci bien. Vous venez de donner 3 jours de formation, une formation continue à des fonctionnaires, à des cadres, à des chefs d'entreprise. Sur 3 jours, ce genre de formation, vous la faites pratiquement sur tout le continent. Est-ce que vous avez l'accompagnement des décideurs et des pouvoirs publics? Vous savez, le continent africain aujourd'hui a un virage exceptionnel. Parce que, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, nous sommes la nouvelle frontière de la croissance mondiale dont tout le monde veut venir sur le continent africain. Et nous sommes encore pratiquement les derniers, nous Africains, à nous rendre compte combien nous sommes choyés, combien nous sommes visés aux 4 coins du monde. Cela fait que nous avons une rupture entre l'ancienne génération des cadres, l'ancienne génération des décideurs, l'ancienne génération de ceux qui tenaient les rênes, que ce soit du pouvoir économique, du pouvoir politique, etc., et qui avaient une certaine mentalité d'assister, une mentalité de coloniser, pour dire les choses, donc qui pensaient qu'ils étaient faibles, moins forts, moins bons que ceux qui sont à l'extérieur, notamment en Europe et aux États-Unis. Cela attendait beaucoup, notamment de l'État, de l'aide extérieure, etc. La nouvelle génération qui est en train d'émerger se rend compte que l'aide est une faille terrible dans laquelle il ne faut surtout pas tomber. Ils se rendent compte que les forces dont on a besoin, c'est en leur propre sein qu'ils doivent trouver ces forces. Donc en clair et en réponse à votre question, je vous dirais que nous n'attendons pas du tout que le fruit nous tombe dessus tout seul. Nous allons le cueillir et c'est pour cela que nos formations sont entièrement financées par les gens qui croient en nous, par les cadres, comme vous l'avez cité tout à l'heure, les cadres des entreprises publiques et privées. Et ce qui est très très intéressant, c'est que nous avons même du personnel qui vient du service public, nous avons des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, comme lors de cette session de formation, donc des gens
qui nous font de plus en plus confiance et qui estiment que nous leur apportons un type de formation totalement nouveau qui ne correspond pas aux canaux habituels sur lesquels a fonctionné l'ancienne génération que je vous ai citée précédemment. Nous apprenons à penser hors du cadre avec la pleine conscience que nous sommes aujourd'hui la force montante d'une Afrique qui peut écrire l'histoire. Et ça, c'est absolument exceptionnel qu'à chaque fois, quel que soit le pays dans lequel nous le faisons, on voit plusieurs catégories de corps sociaux qui sont représentés pour se doter d'outils, de méthodes, de techniques, de défense, d'attaque et d'influence sur le terrain économique. Très bien, M. Kigwet. Nous avons échangé pendant quelques minutes sur plusieurs aspects de la géostratégie, la géopolitique, la géoéconomie. Nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté déjà notre invitation. Déjà, c'est moi qui vous remercie infiniment pour votre invitation. C'est une marque de confiance, c'est une marque d'amitié aussi. Je me plais toujours, chaque fois que je suis en Tunisie, à vous rencontrer de manière tout à fait spécifique. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est remercier le peuple tunisien pour ce qu'il est, c'est-à-dire un peuple pacifique qui passe par les difficultés, mais un peuple qui garde espoir, qui a envie et qui pense que plus relié à l'Afrique, plus proche de l'Afrique, plus intégré à l'Afrique, eh bien, elle peut écrire son véritable destin en tant que nation émergente, en tant que grande nation du continent africain. Mon dernier mot va maintenant à mes compatriotes, à mes frères et sœurs d'Afrique subsaharienne qui ont fait le choix de s'installer en Tunisie. Face à ce choix, je leur dis que rien ne sera jamais facile, mais qu'au-delà des difficultés, au-delà des contraintes qui sont celles du terrain, nous avons la chance exceptionnelle d'être dans ce beau pays, un pays accueillant dans sa très grande majorité, un pays pacifique dans sa très grande majorité, mais qui est également doté de ressources absolument incommensurables. Donc, plus nous serons intégrés, mieux ce sera et davantage nous rencontrerons l'histoire d'une Afrique intégrée, une Afrique homogène, une Afrique unie que personne n'écrira jamais à notre place, mais seulement nous, nous-mêmes et nous seuls. Nous vous remercions, Guy Gouet. Notre invité pour ce numéro de l'entrevue était Guy Gouet, spécialiste en intelligence économique, conférencier essayiste et formateur. Nous vous remercions pour votre aimable attention. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de l'entrevue. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site web www.rlf-media.com et sur notre chaîne YouTube Radio Libre Francophone. Bonsoir chez vous.